On va passer à la grossesse et à la lactation. Qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse et qu'est-ce qui se passe pendant la lactation? Au niveau physiologique de façon générale. Oui. Comment? Au niveau d'un point de vue global, qu'est-ce qui se passe au niveau de la grossesse? Premier, deuxième, troisième trimestre. Physiologiquement. D'accord. Et quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'a fait la progestérone? Elle maintient la grossesse. Et parfois on l'injecte aussi la progestérone. Pourquoi? Chez les femmes à risque. Et c'est qui les femmes à risque? Comment? Non, il y a des définitions. Des grossesses à risque, elle a les définitions. Non, c'est-à-dire chez presque toutes les femmes. Non. Il y a des placentas, il y a des grossesses à risque, comme les grossesses avec le placenta prévia, les grossesses où on a de la prééclampsie ou de l'éclampsie. C'est ça les définitions de la grossesse à risque. D'accord? Une grossesse chez une patiente qui est diabétique, une grossesse chez une patiente qui est cardiaque, etc. Ça c'est ça la définition d'une grossesse à risque. D'accord? La grossesse, c'est pas une maladie. D'accord? C'est physiologique. Même si elle est vomissements du premier trimestre, d'accord? Ces vomissements, ils sont physiologiques. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi est-ce que la femme a des vomissements ou a ces états nauséeux, d'accord? On a beau donner des antiémétiques, des antivomitifs, et ben, chez certaines, ça fonctionne et chez certaines, ça ne fonctionne pas. D'accord? On est sur des hypothèses de troubles neurovégétatifs qui sont liés à la grossesse, mais l'explication exacte de pourquoi est-ce qu'une femme a ces états nauséeux, chez normalement certaines femmes, c'est résolutif, c'est-à-dire ça passe après le premier trimestre, et chez d'autres femmes, malheureusement, elles nécessitent une hospitalisation parce qu'elles ne peuvent plus s'alimenter. D'accord? Il n'y a plus de passage du bol alimentaire. Donc, c'est des femmes qui sont carencées, il manque des glucides, des lipides, des protéines, des nutriments, et ça nécessite une hospitalisation pour les réhydrater et les alimenter de façon parentérale. D'accord? Donc on a une modification au cours de la grossesse de pas mal de paramètres. Paramètres d'ordre hémodynamique. Le cœur va devoir pomper plus, d'accord? La pression artérielle va relativement augmenter, d'accord? Donc tous les paramètres physiologiques vont être modifiés, d'accord? On va avoir le fonctionnement du système immunitaire qui va changer, du cœur, au niveau du sang également, les facteurs de coagulation. Au niveau pulmonaire également, on va avoir au niveau des immunoglobulines une modification de certains taux d'immunoglobulines. Au niveau endocrinien, on va avoir les stéroïdes sexuels, on va avoir les œstradiols qui vont augmenter ou diminuer. Augmenter, la progestérone qui va, la testostérone qui va augmenter. La prolactine qui va augmenter ou qui va diminuer? Et au niveau des surrénales, le cortisol qui va augmenter, relativement augmenter, l'aldostérone qui va augmenter, la TSH, et après elle va devenir, inchangée. La TBG, thyroid binding globulin, la protéine de transport, elle va augmenter. La iodurie, elle va diminuer. Alors attendez. Ça, c'est les modifications chez la femme qui n'est pas enceinte et chez la femme qui est enceinte. Biochimie. Le cortisol, comment est-ce qu'il change le cortisol? Hein? Il augmente ou il diminue le cortisol? Femme non enceinte, premier trimestre, deuxième, troisième. Comment? Le TSH.
La TBG, la protéine de transport, elle augmente ou elle diminue? T4. T4 total. Il y a une variabilité. Ça, je ne vais pas vous embêter. Et enfin, l'aldostérone. Elle a tendance à augmenter ou à diminuer l'aldostérone? Elle a tendance à légèrement augmenter. Les médiateurs de l'immunité aussi, on va avoir des changements. Au niveau de C3, C4, des IgA, IgG, IgM. D'accord? Comment? Qui va diminuer? Pas tous. C'est dans quelle normale? C'est la normale qui est dans votre tête ou la normale physiologique? Hein? Voilà, c'est la normale qui est dans votre tête. Faut apprendre les cours. La logique en physiologie, c'est pas toujours comme ça, d'accord? On a des modifications du taux d'IgM, regardez. On a des évolutions, plus ou moins en fonction des Ig, des IgM. Et ça dépend, c'est pourquoi, comme IgG, IgM. On a des modifications au cours de la grossesse. Les œstradioles, ils ont tendance à quoi, les œstradioles? Augmenter. La progestérone, la même chose, elle a tendance à augmenter. La prolactine, elle éclate, elle augmente. La testostérone aussi, elle a tendance à augmenter. Et ça sert à quoi l'augmentation de testostérone chez la femme enceinte? De devenir plus agressif, c'est ça? La 17OH, progestérone. Tout simplement pour la croissance fœtale. Il y a un besoin dans la croissance fœtale. D'accord? Il y a un besoin. Au niveau de l'organogénèse et au niveau des trucs. C'est pour ça qu'on a un taux de testostérone qui augmente légèrement. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe également au niveau de la grossesse? Au cours de la grossesse, au niveau de l'humeur? Comment? Au niveau de l'humeur. Une femme en général, elle a la même humeur. Elle a une humeur qui change. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, vous ne le savez pas encore, vous allez le savoir. Vous allez le savoir plus tard. Mais ces changements neuro-hormonaux ou hormonaux, eh ben, ils ont un effet sur le psyché. Mais aussi, ils ont d'autres effets physiologiques. D'accord? Et ces augmentations, ces modifications hormonales, elles permettent cette croissance fœtale et elles s'accompagnent parfois de besoins qui sont augmentés ou qui sont majorés en calcium, en phosphore, en vitamines, en fer, en certains types de minéraux, des besoins protéiques qui sont augmentés, d'accord? Et donc, s'il n'y a pas cet apport supplémentaire en minéraux, ou en macro ou en micronutriments, eh ben, la femme enceinte se carence. D'accord? Et en général, c'est pas bon pour l'enfant. D'accord? Tiens, ben on finit avec ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la biochimie cardiaque? Qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il est comment au moment de la grossesse, physiologiquement? Il diminue ou il augmente? Comment? Pourquoi il augmente? Parce que... pourquoi? Parce qu'elle a pris du poids. Parce qu'il y a un volume de sang, il y a un volume... Il y a un volume... Comment? Il y a un volume tissulaire à perfuser, d'accord? Ça, on parle de physiologie cardiaque, qui est plus important, d'accord? Un volume tissulaire à perfuser, et en physiologie cardiaque, on parle de résistance périphérique totale. On a la RPT,
qui est augmentée. Et quand on a une résistance périphérique totale, normalement vous avez fait la physiologie cardiovasculaire, vous vous rappelez normalement des histoires de précharge et de post-charge. C'est quoi la précharge? Ça y est, vous avez oublié la physiologie cardiaque. C'est quoi la précharge? Hein? Vous vous souvenez, c'est quoi la précharge ou pas? Oui? Ça y est, c'était au mois de janvier. Au mois de décembre. C'est quoi la post-charge? Vous avez vu les lois de Frank Starling. C'est qui vous a fait le cours? C'est Farhi? C'est Dr Farhi? Oui, en principe, il fait bien ses cours. La précharge, c'est quoi? C'est la pression remplissage. Et la post-charge, c'est quoi? La post-charge cardiaque. C'est la résistance à, pas l'échographie, c'est la résistance à l'éjection systolique. D'accord? On a une post-charge qui est plus importante. Donc le cœur va avoir tendance à augmenter de volume. Et je vous avais parlé la dernière fois des ANP et des BNP. C'est quoi l'ANP et le BNP? C'est des marqueurs de quoi? Atrial natriuretic peptide ou brain natriuretic peptide, c'est quoi? C'est des marqueurs, oui, c'est des hormones sécrétées par le cœur, marqueurs de l'hypertrophie cardiaque. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la grossesse? Oui, cardiaque, global, cardiaque. On parle de marqueurs d'insuffisance ou d'hypertrophie cardiaque. C'est surtout atrial. C'est-à-dire, c'est surtout atrial. Parce que c'est l'atrium droit qui sécrète l'artère. Très bien, oui. Mais en clinique, c'est une hormone qui permet d'évaluer l'hypertrophie cardiaque. D'accord? Donc, vous n'allez pas voir dans un livre en médecine, l'ANP, c'est pour évaluer l'hypertrophie atriale. D'accord? Ça n'existe pas. C'est sécrété par l'atrium, en effet, par certaines cellules atriales, mais vous ne verrez jamais dans aucun livre, que ce soit de cardiologie ou de physiologie, où on remet l'ANP, c'est un marqueur d'hypertrophie atriale. D'accord? On parle d'hypertrophie cardiaque. Après, on a plusieurs types d'hypertrophie cardiaque. Droite, gauche, globale, concentrique, excentrique, etc., etc. D'accord? Mais c'est un marqueur d'hypertrophie cardiaque. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour cet ANP, ces BNP? On a des taux qui sont augmentés au cours de la grossesse. Donc, on va passer maintenant à l'alvéole mammaire. Vous avez déjà vu cette structure? Oui? Oui ou non? Non? En 1, ici, on a les capillaires. En 2, qu'est-ce qu'on a ici? On a le lait. En 3, on a le sang veineux. En 4, qu'est-ce qu'on a? Les cellules musculaires lisses. Elles permettent quoi, les cellules musculaires lisses? Contraction de quoi? Là? Du lait. Le 5, c'est quoi le 5? C'est les canaux. Le 6, c'est quoi? Du sang artériel. Quoi d'autre encore? Le 7, c'est quoi? C'est les cellules myo-épithéliales. Stimulables par quoi? Par l'ossi. 8, les cellules sécrétrices. On est d'accord? C'est ça. Et 9, c'est le canal excréteur. Et qu'est-ce que vous constatez quand vous voyez ce schéma de structure d'une alvéole mammaire? Ça vous fait penser à quoi quand vous voyez tous ces vaisseaux? Structure alvéolaire. Oui. Les testicules. Comment? Les bien vascularisés, les bien Vascularisé, énervé, oui, on n'a pas parlé de d'innervation. Et donc, elle n'a plus rien à me dire, l'autre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi, la vascularisation?
Également, oui. Elle est sensible au contexte hormonal, mais également. Pour la production de lait, on a besoin La qualité du lait produit, elle va être dépendante de quoi? de la nourriture de la maman. De la nourriture de la maman, oui. Je suis d'accord. Entre autres, oui. C'est-à-dire la maman doit bien manger. Pas n'importe quoi. Oui. Pas n'importe quoi. Les premiers jours, on considère une alimentation générale riche en glucides. D'accord? En glucides rapides pour déclencher cette lactation. Mais elle ne doit pas manger n'importe quoi, là, c'est les aliments. Qu'est-ce qu'elle doit faire attention aussi? Les médicaments. Les médicaments. Parfois, elle a le choix et parfois, elle n'a pas le choix. D'accord? Comment? Donc, il y a des médicaments qui vont passer. Non. Des médicaments de la maman qui vont passer dans le lait et d'autres qui ne vont pas passer dans le lait. Ça, vous avez dans chaque ordonnance ou dans chaque truc, dans la notice d'un médicament, vous avez par exemple le chapitre grossesse et lactation. Vous avez une section, c'est la section 6 ou je ne sais plus, la section 7. Vous avez ce médicament peut être pris ou pas par la femme allaitante ou enceinte. D'accord? Parfois, oui. Le passage de facteurs immunologiques Le passage? d'IgG, IgA. Oui, on a bien sûr, exactement, on a aussi des immunoglobulines. On a également des immunoglobulines qui vont passer, d'accord? Mais en fonction, la qualité du lait n'est pas la même les premiers jours de l'allaitement et va évoluer en fonction du temps, d'accord? Parce que les besoins physiologiques de l'enfant vont également évoluer, d'accord? Donc il y a les médicaments également qui peuvent passer. Donc c'est une zone vascularisée, une zone également innervée. Donc vous avez déjà vu ce schéma ou pas? Non? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc le lait de la maman, c'est pour ça que chaque année ils font des, comment on appelle ça, des campagnes en termes de santé publique pour démontrer les bienfaits de l'allaitement maternel, que l'allaitement maternel, c'est quelque chose qui est irremplaçable, d'accord? Par n'importe quel lait industriel, on ne va pas citer les marques, qui sont enrichis en, je sais pas moi, en oméga ou en je sais pas quoi, en je sais pas quoi, et ben cette quantité de on va dire qualitativement et quantitativement, c'est pas la même chose. On va avoir des éléments cellulaires, des éléments liés à l'immunité, en l'occurrence des immunoglobulines, qui vont permettre le début de la maturation de l'immunité chez le nouveau-né. D'accord? Ça commence in utero et ça se poursuit avec l'allaitement. D'accord? Et ces immunoglobulines, on le sait maintenant en termes de santé publique, qu'un bébé ou un enfant, un nouveau-né qui a été allaité au sein ou au biberon, c'est pas la même chose. En termes de survenue à l'âge adulte ou à l'adolescence d'un certain nombre de maladies chroniques, d'obésité, de diabète, etc., etc. Quand on est plus en proie à être malade de certaines pathologies, sans allaitement maternel qu'avec un allaitement, on va dire, au lait, au biberon, lait artificiel. D'accord? Et tout ça, c'est lié à la qualité, aux propriétés qualitatives du lait maternel. D'accord? Il est irremplaçable. Comment? Qui vont? J'ai pas compris. C'est pas tout le monde qui va? Non, ça c'est quand je vous dis c'est pas tout le monde, ça c'est des études, ça c'est des enquêtes épidémiologiques de santé publique qui ont montré que statistiquement il y avait plus de chances. Ça ne veut pas dire que tout le monde ou que celui qui n'a pas allaité va avoir telle et telle pathologie. Mais on s'est rendu compte que c'était associé, d'accord, et que c'était corrélé
D'accord? Quand vous faites un truc en statistique, en épidémiologie, une corrélation, c'est pas forcément un lien de cause à effet. C'est fortement corrélé à certaines pathologies. D'accord? À l'âge adulte, d'accord? Ou à des déficiences du système immunitaire, ou à certaines pathologies auto-immunes. Et ces enquêtes épidémiologiques, elles ont eu pour objectif de montrer le bienfait de l'allaitement maternel. D'accord? Ça, c'est quand on vous dit, c'est statistiquement associé, ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est pas mathématique, d'accord? C'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est pas, j'ai pas allaité, donc, d'accord? C'est comme chez les nouveau-nés qui naissent, les grands prématurés, statistiquement, ils ont plus de retard de développement, même à l'âge adulte, d'accord? Les grands prématurés ou les prématurés, en général, ils ont un retard de développement, même à l'âge adulte, d'accord? Et ça, c'est lié au fait qu'ils soient prématurés ou grands prématurés. D'accord? C'est lié au fait qu'ils n'ont pas continué leur croissance. Mais ça ne veut pas dire que sur 100 grands prématurés ou prématurés, vous allez les revoir 15 ans, ou 20 ans ou 30 ans plus tard. Ils vont tous avoir un retard de développement ou des caractéristiques, on va dire, physionomiques bien particulières. D'accord? C'est statistiquement associé. Ok? Et donc, le lait pour les nouveau-nés, il a différentes propriétés biologiques. Donc, il permet au niveau immunitaire, à court terme, il permet d'apporter les nutriments, donc les protéines. Les protéines du lait, c'est quoi? C'est la caséine et le lactosérum. Oui? Non? Caséine et Lactosérum. C'est les 2 protéines du lait. Les lipides, c'est les différents lipides du lait, les différents acides gras, en fonction de ce que la maman aura mangé. Les carbohydrates, on a bien sûr le lactose et d'autres glucides. Donc ces protéines, lipides, carbohydrates, ils vont changer en fonction de l'âge comment dire, de l'âge du nouveau-né, d'accord? Un nouveau-né à 1 semaine n'a pas les mêmes besoins qu'un nouveau-né à 1 mois ou à 12 mois. Ça permet de compenser, on va dire, l'immaturité du pancréas, donc les enzymes de digestion, la fonction exocrine. L'immaturité également des systèmes de protection intestinaux et immunitaires, d'accord? Et à long terme, bien sûr, ça a un effet sur la croissance et la différenciation de certains organes, d'accord? Dans la muqueuse intestinale, le cerveau, etc., etc. Donc, dans ce lait, on va avoir des éléments nutritifs, des macros et des micronutriments, les macronutriments glucides, lipides, protéines qui vont changer, les micronutriments qui vont également changer certaines oligo-éléments et certaines vitamines. D'accord? C'est pour ça que la femme enceinte aussi, elle a des besoins supérieurs en vitamine D, en vitamine E, en calcium supplémentaire par rapport à une femme qui n'allaite pas. Et on va avoir également des hormones dans ce lait. D'accord? Et malheureusement, parfois des médicaments. D'accord? Si c'est en infime quantité, il y a des médicaments où il n'y a pas d'incidence sur la croissance de l'enfant. Par contre, il y a des traitements, par exemple, antibiotiques, où parfois la maman n'a pas le choix, ou par exemple, elle fait une infection postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, une infection au niveau du col de l'utérus, au niveau de l'endomètre, ou elle fait une infection à X, Y, Z, elle doit être mise sous antibiotiques longs, et bien là, elle n'a pas le choix, elle doit arrêter l'allaitement. D'accord? Parce que les antibiotiques vont se retrouver dans le lait. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ça, c'est les effets immunoprotecteurs du lait avec tous les éléments qu'on peut retrouver dans le lait. Donc, vous vous rendez compte qu'on retrouve pas mal de choses. On retrouve des lymphocytes, des macrophages, des neutrophiles, des protéines de liaison, du bifidus, facteur, des acides gras, de la fibronectine, des interférons gamma, la lactoferrine, l'isozyme. Donc vous vous rendez bien compte que même le lait artificiel ne peut pas contenir ces éléments. D'accord? D'où l'importance de l'allaitement. Parce que c'est un impact en termes de santé publique d'avoir une population malade dans 5 ans par rapport à un allaitement. Et ça a aussi, la maman, elle a un bienfait au niveau de l'allaitement. D'accord? Une femme qui allaite,
elle a moins de risques d'avoir un cancer du sein qu'une femme qui n'allait pas. D'accord? Donc il y a un bénéfice pour la maman et pour l'enfant. Donc ça, c'est les étapes de développement de la glande mammaire, donc avec les différentes hormones. D'accord, ça c'est pour vous donner une idée. D'accord, je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est pas la peine de se dire il faut encore gober ce schéma. C'est tout simplement pour vous donner une idée que de la puberté à la grossesse, d'accord, on va avoir différentes hormones qui vont permettre le développement, qui vont permettre la lactation et le développement, voilà, de cette glande mammaire. En général, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est vascularisé, c'est innervé. Ouais. En général, les premiers allaitements sont très douloureux. D'accord? C'est-à-dire au moment de la première grossesse. Ça, je ne vais pas vous embêter avec, ça. C'est quoi sevrage? Comment? Sevrage. Sevrage. C'est quoi le sevrage? C'est quoi le sevrage? C'est quoi la définition du sevrage? La définition du sevrage en général. Addiction. C'est après C'est quoi la définition du sevrage? l'arrêt d'un médicament, il y a des... En général, en dehors du médicament. La dépendance de l'organisme À une substance. à une substance, quand il arrête, l'organisme ne peut pas faire ses fonctions normales sans cette substance. Est-ce qu'on peut parler de sevrage au sucre? Oui. Oui. Café. Hein? Le café. Pas tout à fait. Au café, oui. Pas tout à fait au café. À la caféine. On a un sevrage. Donc ça veut dire quoi le sevrage? C'est la dépendance de C'est la phase où on va arrêter. Il peut se faire de façon brutale ou il peut se faire de façon progressive. C'est l'arrêt d'une substance donnée, en général une substance pharmacologique, qui a un effet X sur l'organisme, un effet au niveau somatique, au niveau psychique, d'accord, au niveau comportemental, qui provoque en général cet effet de type addiction, d'accord. Donc un sevrage peut être rapide, brutal ou peut être progressif. Donc brutal, c'est l'arrêt sèche de la substance, et l'arrêt progressif, c'est l'arrêt par dose crescendo. On va diminuer progressivement les doses. Et donc toute substance qui induit un comportement de type addictif, d'accord, on va parler de sevrage. Sevrage nicotinique, sevrage à la caféine, sevrage à l'alcool, sevrage, oui, aux substances, tout ce qui est sucré, oui, ça induit un comportement addictif, le sucre. C'est addictif. C'est pour ça que les Algériens, ils font la chaîne à Rabat pour acheter de la bière, c'est ça. C'est pour ça qu'à 4 heures, ils font la chaîne pendant... Et pourquoi ils font la chaîne pour l'huile aussi? L'huile, c'est addictif. Exactement, vous avez raison, le sucre, c'est une substance addictive. Elle est aussi addictive que la cocaïne. D'accord? Si on fait un IRM, comment est-ce qu'on appelle ça? Un IRM fonctionnel, c'est quoi un IRM fonctionnel? L'IRM, il peut se faire selon deux modes. Un IRM en mode imagerie, c'est-à-dire on vous prend un cliché, on va prendre une photo des différentes structures. Il y a un IRM fonctionnel. Pendant une période de temps, voilà, et on étudie votre comportement. D'accord? Par exemple, vous êtes dans l'IRM et on vous injecte, on vous demande, en général, on ne va pas vous demander de manger. D'accord? On vous injecte 100 grammes de sucre.
C'est pas bien la drogue, hein. 100 grammes de sucre ou une quantité de substance. Et on va voir au niveau du cerveau, qu'est-ce qui va déclencher, qu'est-ce qui va se passer au niveau des neurohormones ou des neurotransmetteurs. Et on se rend compte que le sucre est aussi addictif que la cocaïne ou d'autres substances dites psychoactives. D'accord? Parce que la dopamine, elle n'est pas que sécrétée par le sucre. D'accord? Pour les gens qui fument, malheureusement, quand on fume, à chaque bouffée de nicotine, on a aussi une libération de dopamine, mais qui est transitoire. D'accord? Et donc le sevrage à différentes substances, d'accord, il se fait progressivement de sorte à habituer l'organisme à cette élimination. D'accord? Ils ont fait une étude des gens qui fument. Les gens qui fument la cigarette. Oui. C'est pas que les gens croient que c'est la nicotine qui a l'effet anti-stress. C'est pas la nicotine, c'est la respiration. Oui. La respiration profonde, c'est la relaxation. D'accord. C'est la nicotine. Non, il n'y a pas que ça, c'est plus complexe que ça. Que ce soit le sucre ou là, les comportements, même les comportements alimentaires, hein, pour les gens qui prennent beaucoup de sucre, ou le comportement, par exemple, l'addiction à l'alcool, l'addiction au sucre, l'addiction à la nicotine, à une substance donnée, il y a différents types. C'est une addiction, c'est complexe, c'est comportemental, c'est physique, d'accord? C'est conditionné par un environnement, d'accord, par des circonstances. C'est-à-dire que l'addiction à elle est complexe, d'accord. On a une accoutumance parfois qui est physique, d'accord. Par exemple, vous allez faire de la psychiatrie. Par exemple, les gens qui ont une accoutumance à l'alcool, si du jour au lendemain il a l'habitude, je sais pas moi, de boire une petite bouteille de whisky, il a toujours bu ça, du jour au lendemain vous lui arrêtez son alcool, et ben il va rentrer en état clinique, ce qu'on appelle le delirium tremens, c'est-à-dire qu'il va être pas bien physiquement et il peut même décéder, d'accord? Donc vous voyez, l'addiction, c'est comportemental, c'est tout un tas c'est des comportements, parfois c'est pharmacologique, c'est une addiction, parfois c'est physique, on se sent bien physiquement. L'accoutumance, elle peut être de différentes sortes en fonction de la substance. D'accord? Comme le tabac, ou je sais pas moi, il y a le tabac à chiquer, il y a le tabac, le truc, la cigarette électronique, il y a la cigarette. Chaque usage, pourtant la substance psychoactive, c'est la nicotine. C'est la même substance. D'accord? Mais chaque truc a son addiction. D'accord? Le tabac à chiquer, ce qu'on appelle shima chez nous, la nicotine, elle n'est pas libérée de la même, au même niveau que la cigarette. La cigarette, c'est 2-3 mg de nicotine qui sont absorbés par la voie pulmonaire et qui sont relâchés. Il y a un bienfait immédiat. La nicotine a un effet stressant, en fait. C'est pas un effet anti-stress. La nicotine, c'est complexe encore. Ça a un effet anxiolytique. Un effet anxiolytique à court terme, mais à long terme, ça a un effet qui augmente l'anxiété. C'est-à-dire qu'à court terme, la nicotine, elle va libérer de la dopamine, la personne va se sentir mieux, mais pharmacologiquement, elle va devoir refumer pour avoir une dose de dopamine, d'accord, une libération de dopamine, et ça va créer, on va rentrer dans un cercle d'addiction, c'est-à-dire qu'on va toujours augmenter les doses de sorte à arriver à l'effet biologique donné, d'accord, mais ça c'est pour toutes les substances addictives, hein. Les gens qui meurent d'overdose, de cocaïne, de cannabis, de lyrica et d'autres, de prégabaline et d'autres, c'est quoi l'objectif? Et ça, c'est ce qu'on appelle en pharmacologie, c'est un principe en pharmacologie qu'on appelle la tachyphylaxie, c'est l'habituation de l'organisme à une substance donnée, à une dose donnée. C'est-à-dire qu'il va toujours augmenter, il va falloir augmenter. C'est pas vrai pour toutes les substances, hein, la tachyphylaxie. Pour certaines substances, eh bien, vous allez devoir augmenter, ou la personne va devoir augmenter sa consommation, sa dose, d'accord, de sorte à avoir le même effet biologique recherché. C'est-à-dire, s'il prend une substance X, il va vouloir être détendu. Il va prendre, je sais pas moi, 10 mg. Je sais pas, dans le cas de lyrica, il est dosé à combien. S'il prend un comprimé dosé à X, et ben, au bout d'un mois, 2 mois, il va dire, ah, ça suffit plus.
D'accord? Donc, soit il va prendre avec de l'alcool ou il va prendre avec autre chose. Et après, il va dire, ah, je vais prendre une dose suffisante pour avoir l'effet que j'avais tout au début. C'est-à-dire, je me sens bien et je me sens pas bien, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va se rendre compte? C'est que quand il va plus avoir la substance, il va avoir aussi les effets indésirables. Les symptômes du sevrage. C'est-à-dire qu'il va se sentir pas bien physiquement, etc., etc. D'accord? C'est comme quelqu'un qui commence l'alcool avec, je sais pas, de la bière, c'est 2 à 5% d'alcool. Et ben malheureusement, quand il vire ou quand il tombe dans ce qu'on appelle un comportement de type alcoolique, et ben il va commencer avec des alcools plus forts, à 10%, 20%, 40%. Et les moments où il n'aura pas sa dose de d'éthanol au niveau du sang, et ben qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir les manifestations ou les symptômes du sevrage. Ça va se manifester physiquement, psychiquement, comportementalement, où ça va être conditionné par le moment. Il se dit, les 8 heures du soir, j'ai l'habitude de boire avant de dormir, il ne boit pas, il va être pas bien. D'accord? Donc vous voyez que les comportements liés à l'addiction, ils sont complexes et ça dépend de la substance. Il y a des substances qui ont une composante plus physique que psychique, que comportementale, que conditionnée. D'accord? Donc chaque substance a ses particularités. D'accord? Donc voilà. Vous avez des questions? Pas sur le lyrique, hein.